Quand quelqu'un fait irruption sur la scène de l'histoire, comme Laurent Gbagbo, qui dit non, fini le privilège, et qui met en œuvre la vraie souveraineté africaine qui a été volée, détournée, pervertie depuis 1962, surtout sous Houphouët, eh bien ça heurte le subconscient néocolonial. Gbagbo a eu depuis le début un souci, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. Et c'est ça qui ne lui a pas été pardonné au départ. C'est quelque chose-là qu'il faut que vous compreniez. 19 septembre 2002, c'est la guerre. Mon pays est attaqué. 300 personnes meurent en une seule nuit. Parmi elles, Robert Gueye, ex-chef d'État. Émile Bogadoudou, ministre de l'Intérieur et compagnon de lutte de Laurent Gbagbo. Michel Adio-Marie, qui était la ministre de la Défense, était venue pour le 31 décembre 2003 et Licorne, enfin le général qui commandait à l'époque l'opération Licorne, attendait le feu vert. Parce qu'on savait qu'il y avait des exactions au nord, qu'il fallait quand même qu'on réussisse à réunifier le pays qui était complètement scindé en deux. Et en fait, cette décision politique de dire oui, on soutient le gouvernement Gbagbo et on va rétablir la paix et la stabilité au nord de la ligne de confiance, eh bien cette décision n'est jamais venue en fait. Il n'est pas question que la France s'immisce dans ces affaires. Depuis qu'on dit désarmement, et puis les gens ne désarment pas, c'est maintenant vous comprenez pourquoi, non? La France a souscrit à cette partition du pays, avec au nord les forces nouvelles et puis au sud le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Posez-vous la question. À Marcoussis, on a tout dit, sauf faire ce qui pouvait nous amener à arrêter immédiatement. Et on va faire endosser un accord entre partis par un chef d'État qui est invité après la table ronde de Marcoussis, et on entérine tout ça en présence du secrétaire général des Nations Unies, du président de l'Union européenne. Et c'est ce que j'ai reproché à la stratégie de Jacques Chirac. Il a essayé de vider la fonction présidentielle. Malgré notre constitution, nous avons une constitution présidentielle. Il a essayé de transférer le pouvoir du président de la République à quelqu'un qui est tout simplement nommé par lui, à un premier ministre non élu. Posez-vous la question. Est-ce que tout ce qui s'est passé dans l'intervalle n'était pas fait en sorte qu'on contourne celui qu'on considère comme chef d'État? Quand vous reconnaissez que quelqu'un est chef d'État et qu'il doit rester à son poste, ça devient difficile de le contourner. C'est ça le problème, c'est le processus d'engagement. Une fois qu'on a dit quelque chose à l'occasion de négociations, c'est difficile de revenir en arrière. C'est un homme irréductiblement indépendant. Ça fait à minuit, 3 jours après les élections, le rôle de la CEI est fini. Bon. Moi, je n'ai pas dormi. Puis, j'attendais devant le poste de télévision pour voir ce que la CEI va dire. Je suis candidat, donc je ne peux plus donner des ordres. J'attends les résultats comme les autres. Le jeudi, et ce que je dis là est important, ça dit, le délai étant passé, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur qui est ici, il habite à côté, et l'ambassadeur des États-Unis, ils s'en vont chercher Youssouf Bakaïkou, lui seul, alors que sa parole n'est valable que quand c'est dans les 3 jours et quand il est entouré de tous ses membres, parce que la CEI est composée de tous les partis. Donc, pour que ça soit valable, il faut que tout le monde soit là. Il vient le chercher lui seul. Ce jour-là, comme le jour était passé, je l'ai appelé pour savoir où il est. Tous ses téléphones sont fermés. J'ai même envoyé Assidi Guégué chez lui à la maison. On s'en va se barricader. Moi, c'était pour voir ce qui arrive et qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il a transmis effectivement les papiers du Conseil constitutionnel? Il a transmis et puis il a disparu. Oh, c'est l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis qui le prend lui seul, qui s'en va au Golfe. Oh, le Golfe là, c'est le quartier général de mon adversaire.
Charles Blé Goudet, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Alassane Ouattara est le président reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui élit son président. Ce n'est pas la communauté internationale qui a reconnu M. Nicolas Sarkozy comme président des Français. Ce sont les Français qui l'ont élu et c'est la Cour constitutionnelle française qui l'a confirmé comme président. Ce n'est pas l'ONU qui a élu M. Sarkozy. Les médias français ont pris assez vite le parti pris anti-Gbagbo. C'est Ouattara qui est donné gagnant. C'est pas comme ça. Moi, il dit je suis élu. Tu as dit que c'était élu. Bon, appelons tous les frères du monde, venez regarder, les papiers sont là. J'appelle l'Union africaine, j'appelle l'Amérique, j'appelle l'Union européenne, j'appelle tout le monde de venir, on va discuter. Et ils vont compter, ils vont regarder. Ça, là, ce n'est pas la parole de quelqu'un qui veut repousser les gens. C'est au contraire la parole de quelqu'un qui veut réunir les gens dans la vérité. Donc j'appelle tout le monde entier de venir pour qu'on regarde qui est élu. Ils ne veulent pas. Que peut-on apporter, que peut apporter de plus une commission d'évaluation? Qu'est-ce qu'elle pourra apporter de plus? C'est-à-dire que des rédactions parisiennes estiment qu'elles savent tout et donc il est absolument impossible de pouvoir parler de la Côte d'Ivoire sans condamner d'emblée le président Gbagbo. Oui, mais cela dit, les Nations Unies reconnaissent la victoire de Ouattara. L'Union africaine... Ce n'est pas les Nations Unies qui élisent les présidents en Afrique. Non, ce n'est pas l'Union africaine qui choisit les présidents à la place des peuples de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous voulez nous mettre en dehors des règles, vous mettre dans une précipitation où on parle de la communauté internationale, de l'ONU, de l'Union africaine? Non, non et non, madame. La commission électorale fonctionne sur un mode opératoire. Les résultats doivent être prononcés au siège de la commission électorale et en 72 heures après les élections. Alors, si ces 72 heures sont passées, il revient au Conseil constitutionnel de le faire. Est-ce que cela a été respecté? Non. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Les mêmes règles, la même loi qui a permis à M. Ouattara d'être président et la même loi qui a permis à M. Ouattara d'aller au second tour, c'était la loi du Conseil constitutionnel. Pourquoi accepter une loi quand elle l'arrange et quand il refuse? Le Conseil constitutionnel dont on dit qu'il est aux mains des pro-Gbagbo. Bon, vous savez, le problème de la presse française, c'est qu'elle est extrêmement suiviste. On parle de consanguinité des médias en France, c'est-à-dire que tout le monde répète les informations des autres. Le Conseil constitutionnel dont on dit qu'il est aux mains des pro-Gbagbo. Et le Conseil constitutionnel en France, la Cour constitutionnelle est aux mains de qui? Et la Cour suprême aux États-Unis est aux mains de qui? Ah oui, posez-vous la question. Madame, je voudrais donc que l'on nous respecte. Quand nous parlons de la République, on ne parle plus de proches de qui que ce soit. Ici en Côte d'Ivoire, ce même Conseil constitutionnel, c'est ce même Conseil constitutionnel qui a permis à M. Ouattara d'aller au second tour. Pourquoi n'a-t-il pas refusé d'aller au second tour? Parce que ce Conseil constitutionnel-là est proche de Gbagbo. Posez-vous la question. La commission électorale à 90% est aux mains de l'opposition. Malgré cela, nous avons accepté d'aller aux élections avec eux. Alors chaque militant, chaque responsable en Côte d'Ivoire est au moins proche d'un leader politique. Donc je pense qu'il faut respecter les lois africaines, il faut respecter les pays africains. Le média qui va se démarquer des autres pour donner une opinion divergente, mais je crois que j'en ai pas vu pendant le temps où je suis resté en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu d'interrogation réelle. Mais les résultats du scrutin présidentiel, encore une fois, ont été certifiés par les Nations Unies. Madame, écoutez, nous sommes dans un pays qui a ses institutions qui sont en place et qui sont régies par des lois. Si des gens viennent de milliers de kilomètres pour dire c'est lui qui donne le chef, il y a quelque chose. C'est ce quelque chose-là qu'il faut que vous compreniez. Bon, alors je vais encore être obligé de dire la vérité, puisque je suis un peu spécialiste de cela. Pour M. Sarkozy a contribué à mettre en place M. Ouattara. Posez-vous la question. Tout le monde a envie de mettre la main sur la Côte d'Ivoire, parce que c'est un pays qui est plein de ressources naturelles. C'est toute la question de savoir si les intérêts qui sont en jeu correspondent réellement à des intérêts de justice. Parce qu'il y a des pays où il n'y a pas d'élection. Et puis il y a des pays qui sont pauvres. Ils s'en foutent. Et puis il y a des pays qui sont tellement riches que même s'il n'y a pas d'élection, ils ont peur de perdre les relations avec ces pays-là. Donc ils ne disent rien. Il y a des intérêts supérieurs qui font qu'il y a les bons dictateurs et les méchants dictateurs. Il y a des intérêts économiques qui sont bien supérieurs aux intérêts politiques.
Et il faut que vous sachiez ça. J'appelle donc les Français à la prudence lorsqu'ils portent un jugement sur ces affaires internationales. Moi, ce qui m'a rendu un petit peu amer, c'est de voir la ville d'Abidjan, donc l'année dernière, livrée à ces gens-là, qui ont soutenu, alors pourquoi, comment le président Ouattara. Ça sera toujours une grande interrogation. Quel a été le deal qui est passé entre ces chefs de bande et le président de Ouattara? Ça, je l'ignore. Ce qui s'est passé réellement en Côte d'Ivoire, M. Ouattara, M. Guillaume Soro, M. Choi avaient une feuille de route secrète, c'était de faire en sorte d'installer M. Ouattara à n'importe quel prix. C'est quelque chose-là qu'il faut que vous compreniez. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de nous parler et de parler ainsi aux Français. Monsieur le Président, vous êtes actuellement à la résidence du Président de la République. On dit que vous êtes dans un bunker avec votre famille. Et vous pensez que vous pouvez rester dans ce bunker? Mais mon problème n'est pas de rester dans un bâtiment ou pas. Mon problème est qu'on trouve une issue à cette crise. Il n'y a aucune négociation avec M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo n'existe plus. M. Laurent Gbagbo est enfermé dans sa cave. Est-ce que vous redoutez maintenant qu'une force d'intervention de la CEDEAO se mette en place pour déloger Laurent Gbagbo par la force? Mais on ne peut pas déloger quelqu'un qui a remporté des élections. On ne peut pas déloger quelqu'un qui est là en fonction de la Constitution. Gbagbo ne peut pas quitter s'il est élu. On est prêt à le déloger et puis le tuer et puis maintenant on avance. En tout cas, le camp de Ouattara est assez clair, formel. Pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Donc ceux qui prônent la force militaire, je pense qu'ils font faux bond. Comment est-ce que vous imaginez, Président Gbagbo, comment est-ce que vous imaginez la sortie de cette crise? Comment est-ce que vous la voyez? Oh, vous savez, pourquoi vous me posez cette question d'ailleurs? Parce que j'essaie d'imaginer comment les choses vont se passer dans les heures qui viennent.